D'un côté, un modernisateur, un visionnaire. De l'autre, un tyran, un dictateur. Pendant près de 40 ans, Mohammad Reza Pahlavi a été le visage d'Iran. Son règne, c'est une histoire incroyable, pleine de pétrole, de pouvoir, de réformes totalement spectaculaires, mais aussi de répression implacable. Alors, la question est simple. Comment un seul et même homme a-t-il pu être à la fois l'architecte d'un Iran moderne et en même temps la cible d'une révolution qui a littéralement changé la face du monde? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Ces mots, ce sont ceux de son père, le très redouté Reza Shah, le fondateur de la dynastie Pahlavi. Et ils sonnent un peu comme une prophétie, non? On sent tout le poids des attentes qui pèsent sur les épaules de ce jeune prince, qui va se retrouver propulsé sur le trône dans des circonstances assez dingues. C'est à la fois une promesse de grandeur et en même temps le fardeau d'un héritage qui s'annonce déjà écrasant. Bon, pour y voir clair dans ce règne si complexe, on va suivre un parcours en 5 grandes étapes. On va commencer par ses débuts, un roi clairement sous influence étrangère. Ensuite, on va se pencher sur sa première grande épreuve du feu, la crise du pétrole face à un certain Mossadegh. Puis, on verra comment, une fois son pouvoir bien assis, il a lancé son projet le plus fou, la Révolution blanche. On analysera ensuite la montée en puissance de l'opposition religieuse, avant de faire le bilan de l'héritage hyper contrasté de son règne. Allez, on commence par le tout début. On part en 1941. Et là, il faut tout de suite oublier l'image du monarque tout-puissant qu'il deviendra bien plus tard. Le règne de Mohammad Reza Pahlavi, il commence dans un contexte de faiblesse totale et même d'humiliation pour son pays. On est en pleine Seconde Guerre mondiale. Le père du Shah, Reza Shah, est jugé beaucoup trop proche de l'Allemagne nazie par les Britanniques et les Soviétiques. Alors, pour sécuriser une route d'approvisionnement vitale vers l'URSS, ce qu'on appelait le corridor perse, ils envahissent l'Iran tout simplement. L'armée iranienne ne peut rien faire, le vieux roi est forcé de partir en exil, et qui est-ce qu'on met sur le trône du Pharaon? Son fils, Mohammad Reza, un jeune homme de 21 ans, qui devient roi non pas par sa force, mais par la volonté des puissances qui occupent son propre pays. Ses premières années de règne, c'est une épreuve permanente. Son pouvoir est quasi inexistant. Il est totalement contrôlé par les Britanniques. Le pays, lui, est carrément découpé en zones d'occupation. Mais le truc qui illustre vraiment son impuissance, c'est la fameuse conférence de Téhéran en 1943. Staline, Roosevelt et Churchill se réunissent dans sa capitale à lui, mais c'est lui, le chef de l'État, qui doit se déplacer pour aller les voir. C'est une humiliation terrible. Ajoutez à ça des crises internes, des tentatives de sécession, bref, c'est un jeune roi qui apprend à nager au milieu des requins, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur de ses frontières. Une fois la guerre terminée et le pays plus ou moins réunifié, un nouveau défi gigantesque se présente. Un défi qui va marquer toute la première partie de son règne et changer pour toujours la relation entre l'Iran et l'Occident. C'est la bataille pour le contrôle de l'or noir. Le cœur du problème, le voici. Une compagnie qui s'appelle l'Anglo-Persian Oil Company, qui deviendra plus tard British Petroleum, ou BP. Cette compagnie britannique, c'est un véritable État dans l'État. Elle pompe les richesses pétrolières d'Iran, mais le pays, lui, ne récupère que des miettes, à peine 8% des bénéfices. Pendant ce temps, juste à côté en Arabie Saoudite, les Américains ont déjà accepté un partage à 50-50. Vous imaginez? Cette injustice, elle devient juste insupportable pour les Iraniens. Et là, on a un véritable duel qui se met en place. D'un côté, il y a Mohammad Mossadegh. C'est un homme politique charismatique, un vrai tribune, qui devient Premier ministre en 1951. Pour lui, la solution est simple et elle n'est pas négociable. On nationalise tout et tout de suite. Il devient une idole. De l'autre côté, il y a le Shah. Sur le fond, il est d'accord pour la nationalisation, mais il est beaucoup plus prudent. Il a peur d'un blocus, d'une intervention militaire. Il est complètement coincé entre la pression de son peuple et la réalité de la géopolitique. L'intransigeance de Mossadegh s'amène à une crise internationale. Les Britanniques organisent un embargo et l'économie iranienne est paralysée. À Washington, on commence à avoir très peur que l'Iran ne bascule dans le camp soviétique. Et c'est là qu'est imaginée l'opération Ajax, un plan secret monté par la CIA et les services secrets britanniques pour une seule chose, virer Mossadegh et remettre le Shah jugé bien plus fiable aux commandes. Et alors là, le déroulement du coup d'État, c'est un vrai film d'espionnage. Accrochez-vous. Le Shah signe le décret pour renvoyer Mossadegh. Mais Mossadegh est au courant, il refuse et fait arrêter le messager. Le Shah apprend ça, il panique complètement et s'enfuit en catastrophe à Rome. On pourrait croire que c'est fini pour lui, mais non. À Téhéran, la CIA active ses réseaux, organise des manifs pro-Shah, l'armée se retourne et le 19 août, le gouvernement de Mossadegh est renversé. Quelques jours plus tard, le Shah rentre en Iran en triomphateur. Et ce moment, c'est un tournant absolu. Le roi, autrefois hésitant, est désormais convaincu qu'il a le soutien de tous. Et restauré sur son trône avec l'aide des Américains et des Britanniques, le Shah entre dans une toute nouvelle phase de son règne. Fini le jeune roi influençable. Désormais, c'est lui le maître du jeu. Et il est bien décidé à transformer son pays de fond en comble. Le point de départ de cette nouvelle ère, c'est de bétonner son pouvoir.
Et pour ça, il crée en 1957 la SAVAK. C'est une organisation de renseignement et de sécurité créée avec l'aide d'experts américains et israéliens. Mais très vite, elle va devenir une police politique absolument redoutée. Elle traque les opposants sans pitié et devient le symbole de la face la plus sombre et la plus autoritaire du régime. La modernisation se fera, oui, mais sous une poigne de fer. Et maintenant qu'il a les mains libres, il peut lancer le projet de sa vie. Il l'appelle la révolution du roi et du peuple, mais l'histoire, elle, la retiendra sous le nom de Révolution blanche. Pourquoi blanche? Eh bien, parce qu'il la voulait comme une transformation radicale, menée par le haut, mais sans violence, sans verser de sang. L'objectif est juste colossal, faire passer l'Iran d'une société presque féodale à une puissance industrielle moderne en une seule génération. Le programme, lancé au début des années 60, est hyper ambitieux et sur beaucoup de points très progressistes pour l'époque. Il y a la réforme agraire qui casse le pouvoir des grands propriétaires. Il y a le droit de vote et d'éligibilité accordé aux femmes. Ça, c'est une avancée majeure qui va choquer les plus conservateurs. On crée une armée du savoir pour alphabétiser les campagnes. On instaure même un partage des bénéfices pour les ouvriers. C'est une tentative de créer une nouvelle société, sur le modèle occidental. Pour légitimer son projet, le Shah organise un référendum en janvier 1963. Et le résultat, c'est un plébiscite. Le chiffre est juste stupéfiant. Près de 5,6 millions de oui pour à peine plus de 4000 non. Avec un soutien pareil, le Shah se sent investi d'une mission presque sacrée de moderniser son pays, que les vieilles élites soient d'accord ou pas. Mais cette modernisation à marche forcée, elle va créer une fracture immense dans la société iranienne. Parce qu'en voulant changer le pays, le Shah s'attaque de front à deux piliers de la société traditionnelle, les grands propriétaires terriens et surtout, le clergé chiite. Et c'est là qu'une nouvelle figure de l'opposition va émerger. Ce n'est pas un politique de gauche, ce n'est pas un nationaliste. C'est un dignitaire religieux de la ville sainte de Qom, l'ayatollah Ruhollah Khomeini. Pour lui et pour une bonne partie du clergé, la Révolution blanche, ce n'est pas du progrès. C'est une occidentalisation, une importation de valeurs étrangères qui menacent l'identité islamique de l'Iran. Le droit de vote des femmes, par exemple, est vu comme une attaque directe contre la morale et les traditions. Le discours de Khomeini est radical, sans aucune concession. Il utilise des mots d'une violence inouïe. Il va jusqu'à qualifier les réformes de viol de l'islam. Et le point crucial de son discours, c'est qu'il lie la politique intérieure du Shah à sa politique étrangère. Il l'accuse d'être une marionnette des Américains et d'Israël, qu'il présente comme les ennemis de l'islam. Et ce mélange de conservatisme religieux et de discours anti-impérialiste, eh bien ça trouve un écho énorme chez une partie de la population qui est complètement perçue face à ces changements si rapides. La confrontation devient alors inévitable. En juin 1963, Khomeini prononce un discours d'une virulence extrême contre ce qu'il appelle le tyran de notre temps. La réponse du régime est immédiate. 2 jours plus tard, il est arrêté. Son arrestation met le feu aux poudres. Des émeutes éclatent partout. Le Shah ordonne à l'armée de tirer. La révolte est écrasée dans le sang. Cet événement est un moment fondateur. Il fait de Khomeini le chef de l'opposition religieuse et crée les premiers martyrs de la future révolution. Khomeini sera exilé, mais sa cause, elle, est lancée. Alors au final, comment on juge un règne aussi long et aussi dense? La fin de l'histoire, on la connaît, c'est la révolution de 1979 et son départ en exil. Mais l'héritage qu'il laisse est incroyablement complexe, fait de lumière et d'ombre, de progrès et de souffrance. La question, elle, reste entière. Cette modernisation spectaculaire, est-ce qu'elle valait le prix qui a été payé? En fait, tout le règne de Mohammad Reza Pahlavi peut se résumer à une série de paradoxes. C'était un modernisateur, c'est incontestable. Il a sorti son pays du Moyen-Âge, il a alphabétisé sa population, il a donné des droits aux femmes bien avant certains pays européens, mais en même temps, il a fait tout ça à la tête d'un État policier où la torture était monnaie courante. C'était un allié fidèle de l'Occident, mais il a aussi cherché à affirmer l'indépendance de son pays. Et surtout, c'est peut-être ça la contradiction la plus fatale, ces réformes ont créé une élite richissime, occidentalisée et complètement déconnectée d'une grande partie du peuple, restée pauvre et très croyante. Il a creusé un fossé culturel que la révolution viendra combler de la manière la plus brutale qui soit. Et on en arrive donc à la question finale, celle qui hante encore l'histoire de l'Iran. Est-ce que son plus grand projet, cette fameuse révolution blanche, en voulant moderniser une société à toute vitesse sans jamais ouvrir le jeu politiquement, n'a pas elle-même créé les conditions de sa propre chute? Est-ce qu'en détruisant les structures traditionnelles, il n'a pas, sans le vouloir, ouvert un boulevard à ceux qui promettaient un retour aux certitudes de la religion? C'est une question qui divise encore aujourd'hui et qui nous rappelle que le chemin du progrès est souvent bien plus compliqué et dangereux qu'on l'imagine.